Et donc on repart, dernière partie autour de, alors j'ai appelé ça Didier Nedelec. Salut Didier. Bonjour. Expert matières premières agricoles. J'ai appelé ça l'inéluctable crise alimentaire. C'est-à-dire, c'est là-dessus que je voulais commencer. C'est comme les crises immobilières. Il y a une traîne qui a démarré. Il y a longtemps. Que rien ne peut arrêter. Voilà. On ne va pas faire pousser plus vite le blé. Non. On ne va pas ensemencer des terres qui n'ont pas été ensemencées. On ne va pas mettre de l'engrais là où il n'y en a pas eu. C'est-à-dire, là, on est parti pour quoi? Pour 2-3 ans, obligatoirement, de cycles agricoles fortement perturbés. C'est probable. C'est probable. Maintenant, l'agriculture nous a habitués à des surprises totalement incroyables. Donc, oui, mais tu ne fais pas pousser le blé en hiver. Non, mais la météo peut nous aider à certains moments et faire produire 10% de plus au niveau mondial si on a une météo parfaite. Ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Ouais. Mais bon, on ne sait jamais. La météo est assez remarquable. C'est-à-dire qu'on parle toujours des événements qui sont négatifs. Maintenant, on a aussi quelques années très positives. On n'en prend pas de chemin à très court terme. Ouais, voilà, et factuellement, on voit de plus en plus d'impact du climat sur les moissons aux quatre coins du monde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la situation est particulièrement dangereuse dans les mois qui viennent. Parce qu'il faut être clair, la crise, elle n'a pas commencé. Les gens sont sidérés quand je dis ça, mais factuellement aujourd'hui, nous sommes sur la crise d'avant. Alors, je m'explique rapidement. C'est quoi la crise d'avant? Alors, vas-y, ouais. Alors, je m'explique rapidement. Quand on s'est rencontrés il y a quelques années en arrière, je vous avais annoncé qu'on avait quand même une chance énorme, c'est que tous les ans, on réussissait à produire l'équivalent de la consommation de l'Allemagne, qui est juste l'augmentation de la démographie mondiale, ce qui était un miracle renouvelé chaque année. Alors, l'an dernier déjà, ça a été un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'on a eu un problème météorologique au niveau de l'Amérique du Nord, qui a beaucoup impacté les récoltes. Et pour vous donner juste un indicateur qui est la référence du prix du blé en Europe, qui s'appelle Ronex, on est passé d'un range de prix entre 180 et 200 euros à 250 euros. 25% d'augmentation liée à ce problème climatique et à une fin de produits agricoles au niveau mondial dont auquel les Chinois ont beaucoup contribué. Et donc on est arrivé au moment de la crise ukrainienne avec déjà une situation mondiale qui était extrêmement tendue. Dans ce cadre-là, qu'est-ce qui s'est passé? La Black Sea, donc la mer Noire, est fermée du côté ukrainien, et l'Ukraine, qui avait prévu et qui devait exporter 6 millions de tonnes de blé et 20 millions de tonnes de maïs, n'a pas pu le faire. 6 millions de tonnes de blé, 20 millions de tonnes de maïs, il faut nous donner une idée de ce que ça représente. Alors, en France, nous récoltons à peu près en moyenne 35 millions de tonnes de blé. Donc c'est pas un chiffre, c'est 1% de la production mondiale. C'est pas un chiffre énorme, 6 millions de tonnes. Et le marché a trouvé des solutions à ces 6 millions de tonnes. 20 millions de tonnes de maïs, c'est 2% de la production mondiale de maïs. Mais c'est à ce point tendu sur un fil, en fait. C'était... Non, mais parce que là, il y a 2 jours, les Égyptiens nous disent qu'ils ne sont pas tout à fait sûrs, en fait, d'avoir assez de blé pour nourrir leur population. Alors, donc, j'ai du mal à croire... Alors, vas-y, continue. Oui, c'était à ce point-là. C'était à ce point-là, voilà. 25% d'augmentation sur les prix de base, quand même, c'est pas neutre dans les produits agricoles. Oui, tout à fait. On pourrait parler des entreprises françaises qui achètent... Là, enfin, de ce que je comprends de l'Égypte, c'est même pas une question de prix, c'est une question de disponibilité, tout simplement. Alors là, on va arriver à la phase d'après, la prochaine phase. Donc là, aujourd'hui, on en est où? Alors déjà, il ne faut pas oublier qu'on a des récoltes. C'est-à-dire qu'on a semé l'été dernier du blé, de l'orge, du colza un peu partout dans le monde, en particulier dans l'hémisphère nord, qu'on est à la fin du cycle et qu'on va faire les moissons au mois de juillet. Ouais. On croise les doigts pour que ça se passe bien. Bon, vous voyez déjà en France, qui est quand même un des plus grands producteurs mondiaux, la semaine dernière, il faisait très chaud. Là, on a de la pluie de nouveau. Bon, c'est pas parfait comme temps. Alors, elle est pas... C'est jamais parfait. Ouais, mais bon, là, quand même, il a fait vraiment chaud. Et on a perdu quelques quintaux, comme disent les paysans. Maintenant, on n'est pas à l'abri, encore une fois, de rattraper un peu tout ça. Donc, on a ces récoltes à faire, ce qui n'est pas gagné. Et puis après, on aura la récolte d'automne, donc la récolte de maïs, qui est la première céréale mondiale en volume. Et là, il faut absolument que ça se passe bien. Et aujourd'hui, factuellement, à l'échelle mondiale, c'est pas génial. La climato nous aide pas. Les Indiens, il y a quelques semaines, ont eu un énorme coup de chaud qui a impacté leur récolte dans les derniers jours avant la moisson, ce qui a réduit la production et les a amenés à prendre des décisions politiques qui ont été beaucoup plus, entre guillemets, des annonces que de la réalité factuelle. Mais bon. Quoi, des annonces? Il sort plus le... Oui, mais c'est du maïs ou du blé, d'ailleurs? Alors, la petite histoire indienne. Donc, bref, en tout cas, les céréales indiennes sortent plus d'un. Les contrats déjà signés sortent. Les contrats déjà signés sortent. Donc à peu près 6 millions de tonnes, d'accord? Ce qui était ce qu'on pensait pouvoir sortir d'Inde. D'accord. Maintenant, un ministre a annoncé qu'ils exporteraient 10 millions de tonnes. Les commerçants internationaux sont regardés en disant on ne sait pas trop où il va les trouver. Il en a exporté 6. Au bout de 6, il dit j'arrête. Bon, bah ok, on est d'accord. Et encore une fois, l'impact politique, on avait échangé déjà sur ce domaine dans nos discussions précédentes. Les politiques, quand ils parlent de produits alimentaires, ont plutôt une tendance à exciter les marchés. Mais bien sûr. Qu'à les calmer. Alors ça, c'est un autre point, où la longue traîne, mais on va y revenir. Ouais. Il y a la longue traîne, et puis il y a l'idée aussi qu'une barrière qui se ferme, qu'elle se ferme ou qu'elle se ferme pas,
panique tout le monde. Et c'est toutes les barrières qui se ferment absolument partout. Ça, c'est des mécanismes qu'on a déjà vus. Hein, et qu'on revoit en ce moment. Et qu'on revoit en ce moment. Et qui mettent en danger, et là, factuellement, des pays enclavés en particulier. Quand vous êtes dans des zones géographiques où vos pays n'ont pas accès à la mer, et que, pour des raisons qui peuvent être compréhensibles, les pays qui reçoivent la marchandise par les bordeurs maritimes disent, bon, on va garder la nourriture pour nous, et donc ils mettent des bannes à l'exportation. Vous parliez de l'Égypte. L'Égypte a interdit depuis à peu près 1 mois et demi les réexportations de farine. Alors, quand on parle d'Égypte, on parle d'un des plus grands importateurs mondiaux de céréales. On n'a pas la notion que tous les ans, il y a un petit million de tonnes de farine qui quittent l'Égypte par les frontières et qui vont sur les pays limitrophes jusqu'au Yémen d'ailleurs. Et ces pays aujourd'hui se retrouvent dans des situations qui sont très compliqué. Et on parle, alors oui, effectivement, on regarde la carte du Soudan, de la Libye, etc., des pays qui en ont vraiment besoin, pour le coup. Qui en ont vraiment besoin. Alors aujourd'hui, donc, qu'est-ce qui s'est passé au mois de mars, il y a 3 mois jour pour jour, invasion de l'Ukraine, arrêt du flot d'exportation ukrainien. Le flot russe, lui, continue. Alors on était en fin de saison, les Russes d'ailleurs avaient mis un quota d'exportation pour pas trop exporter, et il y a eu à peu près 2 millions de tonnes en moyenne qui sont sorties sur des petits bateaux qui sont habituellement en mer Noire, en mer d'Azov, pour aller vers la Turquie, vers l'Égypte, vers l'Iran. Petit trafic qui a continué, qui ne s'est absolument pas arrêté pendant cette période-là, qui a rencontré quand même beaucoup de difficultés, parce que même si l'alimentation n'est pas dans les sanctions, factuellement aujourd'hui, il y a aussi un embargo sur les produits agricoles, par les différentes personnes qui interviennent dans la supply chain. Quand vous devez acheter une personne qui n'est pas sous sanction. Ouais. Or, en Russie, beaucoup de négociants russes sont possédés par des personnes qui, elles, sont sous sanction. Ouais. Le réseau de trains russes, de wagons russes, est possédé par une société qui est Transmash Holding, absolument. Ouais. Et donc là, on ne peut pas utiliser ces moyens de transport. Vous arrivez au niveau du port, le bateau qui doit venir, il doit être assuré. Les grandes sociétés d'assurance maritime dans le monde, elles sont toutes occidentales. Et comme par hasard, très compliqué de trouver une assurance, voire quasiment impossible. Les armateurs non plus ne veulent plus venir. Donc vous voyez, vous avez tout ce phénomène qui est en train de se produire. Mais pourquoi tu dis... Alors, il se trouve, je le disais dans le sommaire, donc je vais les donner, les chiffres. J'ai un copain entrepreneur, une boulangerie industrielle, pas très loin de Nantes. Donc il me dit, tiens, j'ai appris que tu allais parler de matières premières, donc je vais t'envoyer un petit peu ce que c'est pour moi. Donc farine 2021 par rapport à 2022, plus 52%. Sucre, c'est plus raisonnable, plus 6,8%. Beurre, plus 108%. Pommes en vrac, 7,2%. Pommes en stick, je ne sais pas ce que c'est, il m'expliquera. Plus 9%. Œufs liquides, plus 93%. Et puis, alors, juste je le dis comme ça sort de là, mais carton, fond d'aluminium, sac plastique, tout ça, c'est des hausses à 2 chiffres. Et puis, évidemment, le gaz et l'électricité. Mais ça, vous connaissez les hausses. Et il ne vous parle pas des transports, en plus. Ça veut dire que... Non, mais quand tu me dis... Ça veut dire qu'il n'a encore rien vu. C'est ça que tu me dis quand tu me dis qu'il ne s'est encore rien passé, ça n'a pas encore commencé. Notamment sur la farine, là, 52%. Alors, ce que je veux dire, c'est que le marché est excessivement tendu. Maintenant, on va rentrer dans une phase qui va être critique, avec des haies à sauter qui vont être de plus en plus grandes. La première, faire une récolte. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'on va l'avoir, est-ce qu'on ne va pas l'avoir? Et on n'a pas d'autre choix que d'avoir une belle récolte de blé. La deuxième chose, c'est avoir accès à la marchandise. Et là, on revient sur la région de la Black Sea. Oui, mais ça, nous, en France, ce ne sera pas un sujet, ça, d'avoir accès à la marchandise. La Black Sea, ça exporte entre 10 et 12 millions de tonnes de céréales à partir du mois de juillet jusqu'au mois de décembre, tous les mois. Je vous rappelle, 6 millions de tonnes de blé, 20 millions de tonnes de maïs. Là, si on n'a pas accès en volume significatif à cette zone, alors je ne mets pas en doute que les Russes vont continuer à exporter un petit peu comme ils l'ont fait jusqu'à présent, mais il va falloir faire venir des grands navires. Oui, mais tu peux pas, tu n'auras pas. Ça, alors pour le coup, papier très intéressant que j'ai lu hier d'analyse militaire sur ce qui se passe aujourd'hui en mer Noire, oublie. Voilà, c'est même pas la peine, c'est pas possible. En gros, je le dis très très vite, si tu fais venir des gros bateaux, ça veut dire que tu les fais escorter. Et si tu les fais escorter, ou même, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, tu leur dis, il y a la protection de l'OTAN. Et à ce moment-là, tu rentres exactement dans la même situation, la même configuration quand on a eu l'histoire du ciel, voilà, Open Skies. Non, tu es à l'escalade. C'est obligé. Tu ne peux pas. L'OTAN ne donnera pas sa protection à des bateaux de commerce. C'est pas possible. Alors, pour suivre ce dossier, j'ai échangé avec quelques anciens collègues russes. Vas-y. Bien sûr. Et ils m'ont tous rappelé quelque chose. Quand il y a eu la crise du Covid, il y a 2 pays au monde qui n'ont jamais manqué de masques. La Russie et l'Ukraine. Donc, il y a plein de circuits parallèles. Ce que je veux dire, c'est que... pas pour des millions de tonnes de blé. Je vous dis, 2-3 millions de tonnes, ça s'est fait depuis le début de la crise. Ça continuera à se faire. Maintenant, aller jusqu'à 10-12, non. Ouais, d'accord, voilà, c'est ça. Non.
Moi, j'estime aujourd'hui, alors encore une fois, à doigt mouillé et sans preuve, que si on fait la moitié déjà de leur potentiel d'export, ça sera une très bonne nouvelle. Pour les pays destination. Je ne parle pas, je ne porte aucun jugement de valeur. Alors l'Ukraine, elle, commence à sortir, mais des volumes minimes, par les frontières terrestres roumaines et polonaises. Donc aujourd'hui, on estime qu'ils sortent à peu près 1 million de tonnes. Tout le monde est en train de s'y mettre. Je pense qu'ils vont monter à 2 millions de tonnes par mois. C'est rien par rapport à leur potentiel précédent qui était de 6 millions de tonnes. T'as vu, il y a un problème d'écartement des... Oui, alors on change, mais bon... Écartement des rails de chemin de fer, voilà. Qui remontent au bloc soviétique. Qui remontent au bloc soviétique, exactement. Donc tu es obligé de transvaler dans les trains. Là. Ouais. Alors, mais attends, parce que... Alors, pour revenir à la recette, là, il y a plein de dossiers différents en réalité dedans. Le dossier du blé est le dossier qu'on décrit à l'heure actuelle. Le dossier de l'œuf, c'est pas la crise actuelle. Non, oui, ça d'accord. Le dossier du beurre non plus. C'est notre grippe aviaire à nous. Voilà, okay. Mais attends, je veux rester moi sur le blé parce que les Allemands sont rentrés dans le jeu là. Ouais. Et donc hier, avant-hier, Fédération agricole allemande appelle la Commission européenne, parce que c'est ça le sujet quand même de fond que tu poses finalement. Tu as commencé en nous décrivant des rendements qui doivent augmenter pour une population mondiale qui augmente. On arrive à ses limites, et au moment où on arrive aux limites, de nouvelles injonctions tombent sur les producteurs, en gros pour les pousser à moins produire. Et donc, la Fédération agricole allemande appelle la Commission à suspendre les exigences en matière de rotation des cultures. Tu vas m'expliquer ce que ça veut dire. Ce serait 500 000 tonnes de blé supplémentaires. 4% de leurs terres arables doivent rester en jachère. Ils veulent pouvoir les planter. Et puis ils veulent, ça c'est... en marge, une enquête sur la fixation des prix des engrais, parce qu'ils sont sûrs qu'il y a eu cartel autour des engrais. Mais cette idée-là que c'est peut-être formidable d'avoir eu des grandes idées pour mieux produire, mais qu'il faut tout focaliser sur le plus produire, qu'est-ce que tu dis, Didier ? Alors, je dis déjà qu'on a un problème politique. C'est bizarre de rentrer par ce biais-là sur ce dossier, c'est que moi je l'ai vécu en parlant aux pays de destination, les pays de destination ne comprennent pas la politique agricole européenne. Voilà. Et qu'on limite nous-mêmes notre propre production, c'est ça ? Pour eux, on a une chance immense qu'eux n'ont pas. On a de la terre, on a de l'eau, on a des agriculteurs, on est capable de produire à peu près tout, et en quantité très importante. On n'est pas grand exportateur, contrairement à ce que certains disent. On exporte certains produits, on en importe d'autres. L'un de l'autre, l'Europe est autosuffisante dans toutes les productions. Ces pays-là ne comprennent pas parce qu'eux, ils n'ont pas cette chance-là. Ils ont la démographie. Et donc déjà, la décision qui a été prise de lever la jachère que tu évoquais tout à l'heure et qui a déjà été levée, alors bon, c'est des terres marginales, c'est des petites choses. Ça ne va pas avoir un impact sur la production agricole très significatif. C'est mieux que rien, mais c'est pas très significatif. Dans le même temps, ça a été un très beau message vis-à-vis des pays de destination, et moi, tous me l'ont mentionné, en me disant « Merci, vous commencez à vous rendre compte ». Après, il y a cette croyance européenne que pourquoi produire pour les autres ? Produisons pour nous, occupons-nous, faisons une belle campagne, etc. etc. Ouais, je comprends. C'est très égoïste comme approche. Et moi, je crois vraiment, et j'ai eu l'occasion de t'en parler à plusieurs reprises, c'est que les agriculteurs et toute la chaîne agricole, parce qu'il n'y a pas que les agriculteurs, sont les vrais universalistes. Les gens qui se disent, nous, on va produire. Ne négligeons pas le fait qu'ils font très attention à leur terre. Il faut arrêter avec cette croyance. Un paysan, grand dicton, il emprunte sa terre à ses enfants. Il n'est pas là pour la détruire. C'est faux. Ça, c'est des statements qui sont faits par des gens pas vraiment compétents. Et on a un vrai problème. Il y a une politique agricole qui est en cours de mise en place, où 4 études indépendantes, dont une étude de la Commission européenne, ce qui m'a fait un peu sourire à titre personnel, pointent vers une réduction de la production de l'ordre de 20%. En réduisant les grands engrais, en réduisant les produits de santé végétale et compagnie. Mais c'est politiquement intenable. C'est d'un égoïsme sans nom, compte tenu de la problématique mondiale qu'on a et qu'on va avoir de plus en plus dans les années qui viennent. C'est une belle conclusion. Merci. Je m'attendais pas. Non, c'est une belle conclusion, très belle conclusion. Merci Didier Nedelec, donc expert matières premières, et juste, je le dis d'un mot, c'est-à-dire, tu travailles sur la volatilité des matières premières alimentaires. Ça y est, je crois que tout le monde a compris qu'il y avait là des choses à faire, un sujet dont il faut s'occuper. Ton ami, entre guillemets... Oui, mais lui, il n'a pas les moyens de se couvrir. Lui, il subit. Il est trop petit. On peut faire plein de choses à l'échelle des entreprises, et c'est très exactement la problématique, c'est dire je fais comment. Ouais, voilà. Et donc, on organise l'entreprise différemment, et après, on peut aller vers des outils d'arbitrage, mais ça, c'est la boîte à outils. Fondamentalement, on est plutôt dans la diagnostic, et c'est très exactement les problématiques dont je m'occupe aujourd'hui. Didier Nedelec, donc, qui était avec nous pour cette émission de Bismart. On se retrouve demain.